Ok, salut, les amis, salut. Je pense que cette semaine-ci a été très mouvementée et donc, en fait, je m'étais dit que je passerais à autre chose, mais voilà que finalement, nous sommes en train de faire plusieurs sessions sur la politique étrangère. Mais ça ne fait rien, c'est toujours important d'ouvrir les dimensions plus ou moins larges de la réflexion que le monde nous oblige d'avoir. Et donc, c'est donc avec plaisir que je le fais. J'en profite pour dire, étant donné que je commence un peu tôt, je commence tôt parce que d'habitude, je finis un peu tard. Et donc, j'ai décidé de commencer un peu tôt cette fois pour avoir du temps. Mais je me donne aussi le temps parce que ça me permet de dire que nous ne sommes pas seulement ici pour bavarder, mais pour analyser, pour comprendre la complexité du monde. Et donc, c'est un travail qui demande l'intelligence, qui demande la patience, qui demande la recherche, qui demande un travail extraordinaire. Mais ce travail, je le fais volontairement, je le fais avec plaisir parce que c'est une manière pour moi, n'est-ce pas, d'aider nos frères qui sont en prison et puis de les soutenir. Donc, je le fais et je le ferai toujours. Hein, et j'ai décidé de le faire comme un pasteur, en fait, comme le conseiller de la République que j'ai décidé d'être pour lever des fonds. Et donc, ne soyez pas seulement là en train d'écouter, mais il faut participer. Le lien est là. Le lien est là, je le poste encore, n'est-ce pas, afin que vous puissiez participer, parce que c'est important de participer. C'est important de le faire. C'est vraiment cardinal de le faire. Les gens sont encore en train de se joindre, donc nous avons le temps d'installer l'infrastructure, n'est-ce pas, afin que chacun puisse participer. Et donc, j'en profite aussi pour remercier ceux qui ont déjà participé, afin que, ça dit, c'est vraiment pour moi un très, voilà, participer ici, c'est ça. C'est vraiment pour moi un très grand plaisir de me rendre compte qu'il y en a qui participent plusieurs fois. Et donc, je vous remercie encore vraiment totalement. Donc, je vais poster plusieurs fois sur ce lien. Et donc, afin que vous puissiez participer. Donc, n'écoutez pas seulement, hein, on n'est pas là pour perdre du temps, mais pour participer. C'est une participation intelligente, c'est une manière de structurer, de bâtir ce que j'appelle une architecture idéologique. Une architecture idéologique, c'est les instruments qui permettent d'agir. N'est-ce pas? Ce sont des instruments intellectuels qui permettent d'agir. Les instruments intellectuels peuvent être des concepts, ça peut aussi être des actions conceptuelles. Cela dit politique étrangère, donc participer, hein, participer. Participer 10 $, 20 $, 50 $, 100 $. Il y en a qui nous ont mis 500 $, hein. Donc 500 $, etc. C'est une très bonne chose. Et je dis encore, étant donné que nous sommes en train de bâtir une architecture idéologique, c'est important de financer aussi la structure. Par exemple, l'édition de livres, ça demande l'argent, c'est-à-dire que je ne suis pas seulement là pour lever des fonds et envoyer, donc je ne suis pas un tuyau. Hein? Il faut bâtir une structure qui puisse faire un travail permanent, un travail de longue durée et un travail donc patient. Hein? Ça veut donc dire qu'il faut établir une structure vraiment permanente avec, j'ai un employé, n'est-ce pas? J'ai un employé qu'il faut payer, je ne le paye pas moi. Et évidemment, l'édition des livres, des CD, des tasses, des choses comme ça, il faut financer tout ça. Et donc, c'est les bénéfices, du moins, qui vont aider les prisonniers. Je le dis déjà clairement, hein, parce que il faut faire un travail intelligent. Il faut faire un travail intelligent, c'est-à-dire qu'il se porte lui-même. Un travail qui se porte lui-même avec ses propres moyens. Voilà. Cela dit, je voulais parler nous avons commencé par parler du Mali, et voilà que ça se gangrène, ça devient de plus en plus grand, la politique étrangère. La politique étrangère, ça devient de plus en plus vaste, n'est-ce pas? Et donc, à cause de ça, c'est essentiel pour moi de dire que même si c'est vaste, il y a un lien de continuité. Et il y a en fait un noyau, un nexus, qui moi m'a toujours est vraiment le fondement de ce que je fais. Dans le fondement de ce que je fais, ça peut être en politique, hein. Le fondement de ce que je fais en politique, ça peut s'appeler la politique des minorités. La politique des minorités. Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre ce que je fais. Ce que je fais, c'est la politique des minorités. Donc, je l'ai déjà dit, moi-même, je suis une minorité, je suis Bamileke.
Donc, au Cameroun, les Bamileke sont une minorité. Une minorité, c'est une personne. C'est une personne. C'est une minorité d'abord arithmétique. Et une minorité se mesure dans la mesure où c'est la partie qui n'a pas le pouvoir. Donc, c'est ça la deuxième définition. Et la démocratie voudra que la minorité d'hier soit celle d'aujourd'hui, ou bien celle d'aujourd'hui soit la minorité d'aujourd'hui soit la majorité de demain. Donc, ça veut donc dire qu'il y a une relation dialectique entre la minorité et le pouvoir. Mais on a déjà eu des sessions là-dessus, je ne vais pas y revenir, parce que c'est la constitution même de la démocratie sur le concept de la minorité. Et donc, parler de la tribu, parler de la race, parler de la guerre en Ukraine, c'est important de se rappeler ce nexus-là. Si ce nexus-là vous échappe, vous allez croire que je parle de ceci, que je suis seulement là pour commenter. Je suis pour Poutine, on est contre Poutine, pour Poutine. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je suis là pour élaborer un système de pensée qui mette en branle le pouvoir des minorités. Et j'ai toujours dit que le pouvoir des minorités n'était possible que s'il était structuré autour du communautarisme, c'est-à-dire du fait que les minorités s'organisent en communauté. C'est-à-dire mettre en branle des structures qui prennent en charge leurs propres besoins, leur propre avenir sur la base de la communauté qu'elles sont. Voilà pour moi la politique des minorités. Ça s'applique au niveau de la tribu, par exemple les Bamileke, au niveau de la langue, par exemple les anglophones, au niveau de la race, par exemple les Noirs avec Taubira. Ça s'applique au niveau, n'est-ce pas, de la politique étrangère avec ce qu'on voit se passer au Donbass. Donc s'il n'y avait pas la question des minorités au Donbass, moi je n'écrirais rien sur l'Ukraine. Je n'écrirai rien sur l'Ukraine parce que je ne suis pas là pour être pour Poutine, contre Poutine, pour Poutine, contre Poutine, non. Je suis là pour articuler la position politique, une position politique qui prend en compte le pouvoir des minorités. Si, par exemple, quelqu'un comme Kagame n'était pas, du moins, la personnification même du pouvoir devenu effectif d'une minorité, mais moi, ça serait d'être intéressant pour moi. Parce que ce serait uniquement un dictateur. Mais il est l'articulation d'une minorité dans une situation déficitaire, politiquement déficitaire. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que Kagame est venu au pouvoir en mettant en branle le pouvoir de la minorité qu'il est. Et c'est ainsi qu'il a pu s'imposer, c'est ainsi qu'il a pu maintenir son pouvoir. Voilà, c'est pourquoi il est intéressant pour moi. De même avec le Donbass, c'est-à-dire la crise en Ukraine, n'est intéressante pour moi que dans la mesure où il y a un mouvement indépendantiste qui a lieu dans la région du Donbass. Et donc, c'est ce mouvement-là, c'est-à-dire l'articulation politique de ce mouvement-là, qui, pour moi, est intéressante. Donc, c'est pratiquement la raison pour laquelle la crise ukrainienne est intéressante. La crise ukrainienne, pour moi, n'est pas intéressante parce que les Occidentaux ont décidé de parler de l'Ukraine, sont en train de faire un bras de fer avec Poutine. Non, la crise est intéressante parce que, eh bien, on a une situation absolument extraordinaire où une minorité a pu mobiliser une superpuissance pour la soutenir et donc faire tous les instruments politiques internationaux que nous avons entrer dans une crise que nous voyons nous-mêmes. Une crise que nous voyons nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que je suis de la gauche. Et ce que je suis en train d'articuler là, c'est une position de la gauche. C'est-à-dire que la gauche d'aujourd'hui et du futur, c'est-à-dire la nouvelle gauche, ne peut avoir d'avenir véritablement que si elle prend comme son socle de bataille la question des minorités. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas y échapper. La gauche n'est pas une gauche populaire, citoyenne. Tout le monde est citoyen. Tout le monde est citoyen de quelque part. Donc la question de la citoyenneté a été résolue depuis très longtemps. Elle a été résolue depuis la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas vivre sur cette terre-ci si on n'a pas citoyen de quelque part. À moins qu'on ait réfugié. Donc c'est la seule exception qui exclut de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on est réfugié parce qu'être apatride n'existe plus tellement. On est réfugié, c'est le statut intermédiaire qui passe vers la citoyenneté. Mais sur cette terre-ci, il est impossible de ne pas être citoyen. C'est ça la réalité de 2022. Ça veut donc dire que la question n'est pas de former un front citoyen, parce qu'on est tous citoyens. C'est-à-dire que Marine Le Pen est autant citoyenne que, par exemple, Christian Taubira, que moi, qu'un Amazonien, on est tous des citoyens d'un pays bien constitué. Cependant, ce qui est important, c'est que la question des minorités est au cœur de toute définition de la gauche. La minorité, comme je dis encore, elle peut être
sexuelle, elle peut être linguistique, elle peut être raciale, elle peut être ethnique, etc., etc., etc. Mais elle est fondée sur une personne. Ça veut dire que quelqu'un qui se retrouve dans une situation minoritaire a un genre de politique évident que la personne l'a fait parce que la minorité d'hier peut être la majorité de demain. Et on a vu, on le voit dans toute démocratie, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la minorité d'hier, le parti qui était dans l'opposition, devient le parti qui prend le pouvoir après, lorsque les élections sont organisées de manière rationnelle et puis de manière claire. Mais, en situation de guerre aussi, on a vu, on le voit devant nous-mêmes, on le voit se déployer devant nous-mêmes, une situation où une minorité du Donbass, dont personne ne voulait entendre parler, dont l'Ukraine même ne voulait pas entendre parler, se retrouve maintenant en train de dicter à l'Ukraine les conditions de sa propre existence parce qu'elle a pu se fabriquer une coalition avec la Russie. Donc c'est aussi simple que ça veut donc dire que la minorité qui était ostracisée, qui était marginalisée hier, qui avait un mouvement indépendantiste qui date de 2014, un mouvement indépendantiste qui a eu des hauts et des bas, qui n'est vraiment en aucun cas différent du mouvement des Ambazoniens. Cette minorité-là se retrouve en train de dicter les conditions du moins de sa propre politique au pouvoir d'Ukraine. Et c'est ce qu'on voit. Je suis en train de dire ceci, je suis en train de dire que sur ma table, c'est-à-dire dans ma manière de voir les choses, je pars toujours de ce principe-là qui est celui de certains de mes maîtres, par exemple, de Wole Soyinka, comme quoi en Occident surtout, il faut éviter de marcher avec la meute. Il faut toujours éviter de marcher avec la masse. Il faut toujours avoir ta propre analyse personnelle, singulière, qui est fondée sur ta propre existence. C'est-à-dire sur qui tu es. Il faut toujours prendre le temps de te regarder toi-même dans le miroir et de savoir qui est-ce que tu es et donc de comprendre que tu es une singularité. De cette base-là, fonder une analyse que tu peux appliquer à tous les cas. Avec la volonté, évidemment, d'être cohérent dans tes analyses. C'est-à-dire que tu ne vas pas suivre le vent. Comme chacun dit, maintenant on est pour l'Ukraine, tu es pour l'Ukraine. Comme on est contre l'Ukraine, comme on est contre Poutine, tu es contre Poutine. Non, 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 non. La gauche, c'est qu'il faut te fonder sur un principe bien précis et c'est ce principe-là qui dicte ton évolution politique. C'est ça la gauche. C'est ça et la nouvelle gauche, bon, ce principe avant, c'était la lutte des classes, hein. C'était la lutte des classes. Là, c'est l'ancienne gauche. La nouvelle gauche, j'estime, et c'est pas moi seul qui estime, hein, c'est ça la fondation de la nouvelle gauche depuis 1964. La nouvelle gauche est fondée sur le respect inaliénable des minorités. Comme quoi la démocratie, telle qu'on l'a définie aujourd'hui, est impensable sans le respect des minorités. Elle est impensable, absolument impensable. Autrement dit, James, I'm doing very well. Autrement dit, l'Ukraine dont on parle, là, qui dit qu'elle est démocratique, l'Ukraine qui dit qu'elle est démocratique ne peut pas être mesurée comme démocratique parce qu'elle ne respecte pas la volonté du Donbass. Elle ne peut pas. Donc, elle ne peut être que démocratique de façade. La preuve, c'est que ça vient de sombrer. Un pays qui est démocratique ne tombe pas dans la guerre civile. L'Ukraine vient de tomber dans la guerre civile. Donc, lorsque les pays occidentaux nous disent que l'Ukraine, c'est un pays démocratique, qui a un président démocratiquement élu, qui a un gouvernement... Non. Mais non. Non. Un pays qui ne respecte pas ses minorités ne peut pas être démocratique parce que c'est un pays qui est en train d'écraser une partie de sa population. Et cette partie de la population qui se sent marginalisée, qui se sent écrasée, a le droit légitime. On en a déjà parlé ici. Alors, le droit légitime de self-defense. Alors, le droit légitime, c'est alors légitime de self-defense. Et cette minorité-là a la liberté de faire alliance avec les forces qui peuvent défendre son existence. C'est vraiment cardinal. On ne va pas revenir là-dessus. C'est-à-dire que la minorité qui se sent marginalisée, qui se sent exclue dans un pays, a la liberté de faire des alliances avec le pays qu'il veut, avec les forces qu'il veut pour changer sa condition. C'est aussi simple que ça. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche, tant mieux. C'est comme au Cameroun, là, le jour où les Ambazoniens vont pouvoir avoir une relation saine avec le Nigeria qui permette que leurs intérêts soient défendus. Mais on ne pourra même pas discuter avec ça, c'est-à-dire que les Ambazoniens auront gagné. On en a déjà parlé la fois passée, c'est-à-dire que le jour où le Nigeria va changer sa politique par rapport à l'Ambazonie, les Boulous vont prendre la fuite. Ils vont prendre la fuite.
C'est-à-dire que les ambazoniens auront gagné et c'est pourquoi on fait une politique étrangère. C'est pourquoi tout mouvement, n'est-ce pas, tout mouvement qui se fonde sur une minorité doit avoir une politique étrangère. Pas seulement une politique interne de self-defense, mais aussi une politique étrangère de chercher un pouvoir qui puisse sécuriser ta propre liberté. C'est fondamental. Si on prend par exemple le Rwanda, Kagame est venu au pouvoir, pourquoi? Parce que l'Ouganda l'a soutenu. Kagame est venu au pouvoir parce que l'Ouganda l'a soutenu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Kagame a passé toute sa vie d'adulte en Ouganda. Il a été formé par l'Ouganda. Avant lui, c'est lui qui dirigeait le Front National Patriotique Rwandais, n'est-ce pas, était basé en Ouganda. C'est lui qui était le ministre de la Défense, n'est-ce pas, du président rwandais. Fred Rugwema, c'était son nom. C'est lui qui était le ministre de la Défense rwandais. Et c'est à partir de Ouganda, et c'est à partir de l'Ouganda que Kagame a commencé la marche pour son propre pays, pour libérer la minorité Tutsi qui était prise en otage au Rwanda. C'est-à-dire que c'est une histoire qui s'est passée devant nous. Ça s'est passé devant nous. C'est comme ça qu'une minorité a pu prendre le pouvoir en Afrique en 1994. Ça s'est passé devant nous. Pourquoi? Parce que toute minorité qui est mise en difficulté dans un pays a la liberté, pas seulement de se défendre elle-même, mais aussi la liberté cardinale de trouver un moyen pour se libérer. Quel que soit ce moyen-là pour se libérer de la force qui est en train de vouloir l'annihiler. C'est une question de survie même personnelle. C'est une question de survie d'existence, c'est une question existentielle. Donc la question de l'Ukraine ne peut pas être posée du point de vue de l'Ukraine, non. C'est du point de vue de la minorité qui, à l'intérieur de l'Ukraine, se trouvait en difficulté et depuis 2014, là, du moins, posait son problème et n'était pas prise au sérieux. Et a d'ailleurs même déclaré sa propre indépendance, parce que c'est vraiment extraordinaire. Hein? A d'ailleurs déclaré sa propre indépendance. Je vais vous envoyer le lien sur... voilà. Je vous envoie le lien en français parce que... non, c'est en anglais ici. Ben, en fait, j'envoie ça. Ça va vous permettre de voir de quoi je parle aussi parce que ce sont des choses absolument importantes. Vous voyez, des pays ont disparu de la carte du monde à cause de leur manque de regard, de leur manque de respect à la question des minorités. Des pays ont absolument disparu de la carte du monde parce que ils avaient une politique qui ne respectait pas les minorités. Et de nombreuses guerres ont été créées. Par exemple, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de 1870 en Europe a été causée à cause du manque de respect qui était, du moins lié à la minorité allemande en France. Voilà, j'ai donc envoyé le lien sur le Donbass. Donc le manque de respect donné à la minorité allemande en France est la cause de trois guerres qui ont causé des millions de morts. Donc avec la question des minorités, c'est pas une question avec laquelle on peut jouer. C'est une question existentielle pour les pays. Ça veut donc dire qu'il y a des modèles, notre intelligence nous oblige à comprendre que c'est une question sensible. C'est une question très sensible parce que personne ne peut se retrouver vraiment esclavagisé dans un pays sans avoir recours à quelques instruments pour sa propre libération. Et je le prends comme une plateforme générale, comme une plateforme générale, pas seulement par rapport à l'Ukraine, mais aussi par rapport au Cameroun, par rapport à l'Europe, par rapport à l'Afrique, par rapport à tous nos pays. C'est-à-dire que le cœur même de la démocratie, ce n'est pas le vote que l'on a fait, mais c'est le respect que l'on a pour les minorités, parce que le vote que l'on a mis dans une urne garantit le pouvoir de la majorité. Garantit le pouvoir de la majorité, mais ce pouvoir de la majorité, s'il est légal, ne peut survivre que s'il donne un espace de suivi à la minorité d'aujourd'hui étant la majorité de demain. Donc voilà le principe de base. Et c'est un principe que, en fait, qui est le fondement de toutes mes analyses.
de toutes mes analyses. C'est-à-dire que vous pouvez prendre de toutes les campagnes que moi je mène, que ce soit les campagnes pour les embats, que ce soit les campagnes pour libérer une personne, que ce soit les campagnes pour libérer les prisonniers, que ce soit vraiment tous les mouvements, que ce soit même la bataille pour, c'est-à-dire dans l'élection de 2018, que ce soit même le travail que je fais autour de Toubira, que l'analyse, tout est fondé sur ce socle-là qui, chez moi, est comment articuler une politique qui respecte les minorités en général, mais surtout en Afrique. Parce qu'évidemment, si on ne le fait pas, comme je dis, nos pays n'ont aucune possibilité de survivre, n'ont pas la possibilité de survivre. Allons-y tout simplement, prenons le cas de l'Ukraine encore, parce que c'est de quoi on parle. Prenons le cas simple de l'Ukraine. On se rend compte d'une situation où, à la base, ça dit, comment le formuler autrement? Pour pouvoir résoudre un problème, il faut toujours venir à la base. Où est-ce que ça a commencé? Où est-ce que ça a commencé? Où est-ce que ça a commencé? C'est là la première question qu'il faut se poser. Où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé sur le manque de respect et puis d'égard du pouvoir de l'Ukraine à sa propre minorité, qui est la population russophone du Donbass. Cette population a évidemment le droit divin légitime de se défendre, mais aussi, elle a le droit de bâtir les coalitions qu'elle peut bâtir avec qui que ce soit pour pouvoir sauvegarder sa propre existence, ce qu'elle a fait avec la Russie. Et la Russie a décidé d'intervenir parce que la Russie intervient aussi pour son propre intérêt. C'est aussi simple que ça. Donc, si on ne voit pas ça comme étant la base du problème, on ne peut pas comprendre déjà ma propre position. On ne peut pas comprendre dans quelle direction est-ce que ça s'en va. On ne peut pas le comprendre. Donc, on va se retrouver en train de suivre, de répéter, en train de paroter finalement la position occidentale qui veut que ce soit l'Ukraine qui soit mise en minorité, que ce soit l'Ukraine qui soit ici la victime. Non! C'est l'Ukraine qui n'a pas pu résoudre son problème interne. Les puissances étrangères entrent dans un conflit chez toi lorsque tu ne peux pas résoudre ton problème interne. Lorsque tu ne peux pas résoudre ton problème interne, et ce problème interne-là, c'est le problème des minorités, lorsque tu ne peux pas résoudre ton problème des minorités. Avant que Poutine entre, avant que les soldats russes n'entrent en Ukraine, le président ukrainien faisait quoi? Est-ce qu'il discutait avec la minorité du Donbass? Non. Est-ce qu'il établissait une base de travail saine pour que cette minorité-là puisse vivre, du moins se sentir concernée par ce qui se passe dans son propre pays? Non. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il a des amis occidentaux, parce qu'il se disait qu'il a des amis à Washington DC, en France, en Allemagne, qu'il a des amis en Angleterre, et que de toutes les façons, le pouvoir de ces minorités n'a pas d'importance. Vous voyez donc que c'est une situation classique, c'est une situation aussi classique que tout, c'est-à-dire qu'on minimise son problème parce qu'on se dit que la solution va venir de l'étranger. C'est une situation que l'on retrouve au Cameroun également, parce que Biya minimise ses anglophones, il se dit que tant qu'il a le soutien de la France, il est content. En fait, c'est une situation dans laquelle se retrouvent tous les gouvernements fantoches. C'est la situation dans laquelle se retrouvent tous les gouvernements qui ont été mis sur le pouvoir qu'ils ont par une force étrangère. Ils estiment que, étant donné qu'ils sont redevables de cette force étrangère-là, ils n'ont pas à considérer, n'est-ce pas, les souffrances de leur propre population. Et les souffrances de leur propre population sont d'habitude articulées par la question des minorités. Comme pour la question des minorités, c'est la base même de la mesure démocratique du pays dans lequel on vit. On ne peut pas venir dire aujourd'hui que les minorités, n'est-ce pas, en fait que ces questions n'existent pas. Et si vous lisez par exemple tous les rapports qui sont en train de passer sur l'Ukraine, vous allez voir qu'aucun d'entre eux ne prend comme base de départ, comme vraiment où commencer la question du Donbass. Alors que c'est là où, selon moi, il faut commencer. Parce que c'est là où le problème a été posé. C'est là où la crise a commencé. C'est ce problème-là qui est en train de faire que l'Ukraine soit pratiquement en train d'exploser. J'ai dit qu'en tant que principe, c'est là où la question de la gauche se pose. C'est ça le début même de toute réflexion sur ce que c'est que la gauche. Et c'est ça. Si on me parle de la gauche aujourd'hui, je vais dire, si on me dit, ben, où est-ce qu'il faut commencer si on veut dire qu'on a de gauche? Je dirais que c'est ça, sur la question des minorités. Question des minorités. De langue, de race, de sexe, voire même de géographie. C'est la question des minorités. La question des minorités pure et simple. C'est ça. Et même si on prend, si on prend le Mali, moi, la fois passée, on a parlé du Mali. Je vous ai dit que
retournez sur mon article que j'ai écrit en 2013 sur le Mali. Vous allez voir que j'ai explicité là que la question qui se posait, c'était celle du respect qui n'était pas donné aux Touaregs. Et tous les Maliens, les Noirs maliens que moi j'avais rencontrés, avaient ce problème. Parce qu'ils estimaient que les Touaregs les considéraient comme des esclaves. Or, les Touaregs dans leur pays sont une minorité. Donc, c'est ça, c'est le problème qui a fait exploser le Mali. Et comme ce problème, n'est-ce pas, n'a pas été résolu en interne, les puissances extérieures sont entrées dans le problème malien et ils ont injecté leur propre vision, leur propre armement, leur propre difficulté, leur propre solution et ont rendu la crise malienne, ont fait de la crise malienne ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais au départ, au Mali, la question fondamentale qui s'est toujours posée, c'était la question des minorités, c'est-à-dire la question des Touaregs. Comment faire pour que les Touaregs qui sont arabes, qui sont arabisants, comment faire pour que les Touaregs se sentent à l'aise à l'intérieur du Mali? C'est ça la question, à l'intérieur du Mali qui a toujours été dirigée depuis l'indépendance par des Noirs. C'est la question simple. Et même Goïta, s'il ne résout pas cette question-là, il va avoir un coup d'État, il va être chassé, c'est parce que la guerre va recommencer. Parce que c'est une question simple qui est là sur la table, c'est la question des minorités. Comme vous voyez, dans mon analyse, je le dis encore, je pars toujours du fait que il est impératif qu'en Afrique, on refonde ce qu'on appelle la nouvelle gauche. On refond la gauche pour en faire une nouvelle gauche. Dans ce sens où, n'est-ce pas, la gauche doit avoir un vocabulaire, mais aussi surtout un paradigme qui corresponde aux questions de l'heure. Et les questions de l'heure, pour nous aujourd'hui, étant donné que chacun d'entre nous est citoyen, étant donné que dans des pays comme occidentaux, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la majorité des gens ont des droits suffisamment forts. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de se battre pour les droits civiques, pour les droits des citoyens. Il ne s'agit plus de se battre pour la citoyenneté, parce qu'on l'a déjà. Les gens sont déjà dans des syndicats, les gens sont déjà dans des structures qui permettent à leurs droits d'être reconnus, même si pas totalement, mais du moins absolument. Donc, la base, c'est, donc, quelle est la question qui va faire que nos pays disparaissent? C'est la question des minorités. C'est de quoi il s'agit, c'est-à-dire que recomposer la gauche, c'est à partir de ça. Là, c'est la base, c'est le paradigme. Mais évidemment, la gauche, ce n'est pas personnel, ce n'est pas qu'on est chez toi, chez soi, on dit qu'on est de gauche, on est de gauche, on est de gauche. Non. La gauche, c'est une relation, comme on dit, internationale. Ça veut dire que c'est une... Avant, on parlait d'internationalisme. On parlait d'internationalisme. C'est-à-dire que la gauche, c'est une relation de solidarité entre pays également. C'est-à-dire que la gauche, c'est une vision globale aussi. On peut élaborer là-dessus également et dire par exemple que les Noirs en général sont globaux. Les Noirs en général sont mondialisants, c'est-à-dire que les Noirs en général ont une relation entre les Noirs de France, les Noirs des États-Unis, les Noirs d'Afrique. Il y a une relation pas seulement de couleur, mais aussi une relation politique qui les lie les uns aux autres. Le tiers-monde en est un, une relation historique qui date de 1917. Et donc c'est la deuxième chose dont moi j'aimerais parler, c'est-à-dire cette relation globale a une histoire. Cette relation globale a une histoire qui est déjà fondée sur cette chose-ci dont je me suis rendu compte. Vraiment, tout simplement de manière intuitive la semaine passée parce que je lisais un livre avec mes étudiants. Cette chose-là, c'est la suivante. C'est que toutes les fois où les Blancs sont absolument d'accord, c'est-à-dire dans un monde où les Blancs sont absolument d'accord, les Noirs sont esclaves. C'est-à-dire que la liberté des Noirs n'est acquise que lorsqu'il y a une fenêtre qui est causée par la division entre les Blancs. Cette fenêtre-là est historique. Et cette union-là, également des exemples, cette union des Blancs a des exemples multiples. Le plus ancien étant la conférence de Berlin. La conférence de Berlin de 1884. Qui voulait que toutes les puissances, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, soient d'accord sur le fait qu'il fallait coloniser l'Afrique. Ils étaient d'accord, tous, sur le fait qu'il fallait coloniser l'Afrique. Ils ont fondé vraiment une union sacrée sur un certain nombre de principes. Le premier, c'est qu'ils ne vont pas se quereller entre eux. Là, c'était le premier principe. Le deuxième principe, c'était qu'ils ne vont pas vendre leurs armes aux Noirs. Le troisième principe, c'est que lorsqu'ils s'en vont en Afrique, là, tous les conflits qu'ils ont entre eux, là, ils vont rentrer le résoudre sur une table où ils sont ensemble. Et donc, ils vont avoir des négociations entre eux sur les conflits qu'ils ont en Afrique, là,
à partir de l'Europe. Comme quoi, s'il y a par exemple un conflit entre l'Angleterre et le Cameroun au Soudan, entre l'Angleterre et la France, excusez-moi, entre l'Angleterre et la France au Soudan, l'Angleterre et la France vont dire, c'est pas on ne va pas se faire la guerre. On donne le Soudan à l'Angleterre et la France, on lui donne par exemple le Cameroun. Et donc, le problème est résolu. Mais dans cette entente cordiale-là que les Blancs avaient, ils n'ont pas inclus les Africains. Je répète, ce principe-là où les Blancs ne se querellent pas entre eux, a toujours fonctionné dans un monde où les Africains sont esclaves. Un, ils s'entendent entre eux. Deux, ils ne vendent pas les armes aux Africains. La seule fois où il y a eu rupture, en fait, il y a les premières fois où il y a eu rupture, c'est c'est-à-dire qu'il y a eu une mésentente entre Blancs, c'était ici aux États-Unis, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu la guerre civile américaine. Et cette mésentente-là, comme vous voyez, a eu comme conséquence l'émancipation des Noirs, a eu comme conséquence l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire le fait que les Blancs aient été divisés a eu comme conséquence l'émancipation des Noirs. Mais avant, lorsque les Blancs étaient unis, mais les Noirs étaient tous esclaves. Lorsque George Washington était président des États-Unis, les Blancs étaient unis, mais les Noirs étaient esclaves. Et même lorsqu'il faisait la guerre avec l'Angleterre, l'Angleterre suggérait aux Noirs de devenir libres. Et c'est à partir de ce moment, cette suggestion de l'Angleterre, que l'esclavage doit être aboli, que l'esclavage a commencé à être aboli. A été aboli en Angleterre en 1804, n'est-ce pas? A été aboli en France en 1848, a été aboli, etc., etc., etc. C'est à partir du fait qu'il y a eu la guerre de libération américaine, n'est-ce pas, qui a opposé l'Angleterre et puis les États-Unis. C'est à partir de ce moment que l'abolition de l'esclavage a commencé. Mais la guerre civile a même encore accentué ce moment-là. Cependant, l'exemple le plus important pour nous, plutôt, et ça nous concerne ici parce je suis en train d'essayer d'expliquer pourquoi, c'est mon deuxième exemple, hein, c'est mon deuxième paradigme, hein, pour expliquer pourquoi est-ce que la constitution d'une gauche est basée sur l'internationalisme. Eh bien, le deuxième exemple, c'est la Russie. Le deuxième exemple, c'est la Russie, c'est-à-dire qu'en 1917, en fait en 1916, Lénine a écrit l'impérialisme comme étant stage suprême du capitalisme. C'est-à-dire Lénine qui va devenir le président de la Russie et puis fonder ce qu'on appellera, n'est-ce pas, l'Union soviétique. Lénine. C'est-à-dire que en écrivant ce texte-là et en faisant de ce texte-là la doctrine de son pays qui est la Russie, qui va devenir l'Union soviétique à partir de lui, en faisant donc de l'anticolonialisme la doctrine de la libération, du moins de son pays, il a ouvert une brèche. Il a ouvert une seconde brèche donc. Une seconde brèche qui sera utilisée par Ho Chi Minh. Si vous lisez très bien, vous allez voir que Ho Chi Minh a eu sa formation. Il est l'un des premiers qui aura sa formation en Russie. Ho Chi Minh qui sera la base de la libération du Vietnam. Mao Tse-tung, identique. Donc, c'est d'abord l'Asie qui a utilisé cette fenêtre-là. C'est d'abord l'Asie, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire le Vietnam. Ensuite, l'Afrique va utiliser la même fenêtre, c'est-à-dire l'Égypte, c'est-à-dire le Soudan, ensuite le Ghana, ensuite, etc. La liste sera longue. L'Algérie, jusqu'à ce que, durant les années 70 d'ailleurs, on en a parlé la fois passée, n'est-ce pas, avec les pays portugais, c'est-à-dire le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau, tous, n'est-ce pas, vont utiliser ce carnaval-là, cette petite fenêtre-là pour pouvoir fabriquer leur liberté. Mais n'oubliez pas que la Russie était signataire de l'acte de la colonisation de l'Afrique en 1884. Donc la Russie est devenue dissidente. La Russie, c'est un pays de blancs. Elle est devenue dissidente donc, et par sa dissension, elle a pu fabriquer une fenêtre qui a ouvert une voie pour la libération des Noirs et de l'Afrique. Si la Russie ne faisait pas ça, c'est-à-dire que si nous ne comptions que sur les Occidentaux qui étaient unis, si les Noirs ne comptaient que sur l'entente cordiale des Occidentaux de 1884 là, merde alors, c'est que
l'esclavage serait encore en Afrique, là. On serait encore absolument dans l'esclavage total. Il suffit de prendre ce qui se passe avec, ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud, l'apartheid, n'est-ce pas? Si on ne comptait que sur les États-Unis, sur la France, sur l'Angleterre, oh, l'apartheid serait encore là. L'apartheid serait encore là. Mais il a fallu qu'il y ait une désunion, qu'il y ait une fenêtre, n'est-ce pas, qui a été intensifiée par l'Union soviétique pour que l'apartheid tombe. Il a fallu ça. Mais si on comptait sur les États-Unis, oh non, l'apartheid serait encore là. Donc, la liberté du noir n'est acquise vraiment qu'à partir d'une fenêtre qui est ouverte par la désunion des Blancs. Qui est acquise par la désunion des Blancs. Et c'est fondamental pour moi de le dire, de le redire. Parce que c'est une intuition, mais qui n'est pas contredite par l'histoire. En fait, qui est assénée comme une vérité, comme un dogme même par l'histoire. C'est une intuition comme ça, mais qui se vérifie. Ça veut donc dire que lorsqu'on parle de la constitution d'une gauche qui est internationaliste, il est essentiel de savoir que la Russie, que ce que Poutine a fait, c'est-à-dire qu'il est en train de scier une entente qui s'était fabriquée depuis 1990 entre toutes les puissances dominantes qui sont surtout et qui ont été blanches. Et qui ont défini les mouvements de démocratie pour lesquels nous nous sommes battus durant les années 90 comme étant des mouvements finalement de la suprématie américaine. Comme étant un monde dans lequel il y avait une seule voix qui valait la peine. Comme étant un monde dans lequel, n'est-ce pas, l'évolution, n'est-ce pas, le futur était déjà dicté. Un monde dans lequel, ben, comme on dit ici aux États-Unis, les États-Unis ont gagné. Donc c'est eux qui sont l'hégémon. Et il y a des textes qui l'expriment. Fukuyama, des textes comme ça qui l'ont exprimé clairement. Les Kagan, des choses comme ça, n'est-ce pas? Qui ont exprimé clairement avec des conflits que l'on a vu se développer devant nous. Certains d'entre eux, la guerre en Irak, étant clairement fabriquée par la conviction que les États-Unis étaient le nouvel hégémon. Donc avec ça, aucune définition de la démocratie ne pouvait être possible parce qu'elle ne pouvait même pas être pensable. Parce qu'une Europe, un Occident qui est en train de se comporter comme hégémon, ne peut regarder la démocratie que comme vraiment un caviar. Comme étant quelque chose avec lequel elle peut s'amuser. C'est-à-dire que la démocratie pour elle n'est finalement qu'un jeu de cartes. Ce n'est pas, autrement dit, le respect des minorités. Ce n'est pas. C'est pourquoi dans un pays comme le Cameroun, qui peut nous servir d'exemple ici, les anglophones peuvent crier autant qu'ils veulent. Ils n'auront jamais voix au chapitre parce qu'ils sont dans une structure où l'Occident est dominant. Où l'Occident sait que personne ne va entendre leur voix. Personne. Donc ils ont besoin d'une fenêtre, d'une ouverture, d'une petite ouverture. C'est-à-dire une ouverture qui historiquement est marquée par les deux exemples-là que je vous ai présentés. Comme quoi, une rupture dans l'union sacrée des Blancs, des Européens, des Occidentaux, qui permettent à quelqu'un de venir rompre leur messe. Et c'est ce que la Russie est en train de faire. C'est ce que Poutine est en train de faire. Ce que Poutine est en train de faire, c'est ce que Lénine avait fait en 1917. C'est ce que Lénine avait fait en 1917. C'est-à-dire rompre l'union sacrée des Blancs dans un monde où, toutes les fois où les Blancs sont unis, le noir est esclave. Rompre cette union sacrée-là. Donc ça crée une fenêtre, ça ouvre une fenêtre dans laquelle, n'est-ce pas, tout est possible soudain. Et c'est le futur qui va nous dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est maintenant que ça va se décider. Je suis en train de dire que c'est une géopolitique qui est intéressante dans la mesure où elle ne répète pas seulement ce dont nous savons dans le passé, mais elle nous présente une potentialité dans le futur, une potentialité de liberté pour les peuples opprimés que nous sommes. Et les exemples sont nombreux. Je vous ai dit, le premier exemple, c'était la bataille pour l'indépendance des États-Unis. Où l'idée de l'indépendance, où l'idée de la libération, l'abolition de l'esclavage a été injectée. Où l'idée de l'abolition de l'esclavage a été injectée. C'était 1765. L'idée de l'indépendance, de l'abolition de l'esclavage a été injectée. Parce que les Blancs étaient désunis. Mais cette idée a été injectée encore, n'est-ce pas, en 1860, n'est-ce pas, avec la guerre civile américaine.
L'idée a encore été injectée, mais elle est revenue encore. Ça dit que rompre l'union sacrée des Blancs permet la libération des Noirs. Cette possibilité est revenue encore en 1917. Lorsque la Russie est sortie de l'union sacrée qui unissait les Blancs, fondant dans la colonisation de l'Afrique. Fondant ce qu'on appelle le Scramble for Africa. Donc, la Russie, Lénine a rompu cette union sacrée-là parce que la Russie était signataire du pacte. La Russie était signataire du pacte. En 1984, elle était signataire du pacte, même si elle n'avait pas de colonie, mais elle était signataire. Et lorsque d'ailleurs vous lisez le livre, lorsque vous lisez un livre que je suis en train d'enseigner à mes étudiants aujourd'hui, Heart of Darkness, l'un des personnages principaux de ce livre-là est un Russe. L'un des personnages principaux de ce livre-là qui a lieu au Congo, dans le cœur de la forêt congolaise, où le trafic d'ivoire, n'est-ce pas, les génocides avaient lieu. Un des personnages, c'est un Russe. Mais le livre a été écrit en 1902. Ça veut dire qu'il était au cœur de la colonisation. Et il faut se rendre compte de cela de toutes les fois où les Blancs sont d'accord. L'Afrique est perdue. Je suis en train de voir un livre sur la guerre du Vietnam. Un livre sur la guerre du Vietnam. Vous savez, la guerre du Vietnam a commencé au moment où l'Afrique était colonisée. L'Afrique était colonisée lorsque la guerre du Vietnam a commencé avec Kennedy. Elle était colonisée, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe, en fait, je veux dire, il y avait une transition, n'est-ce pas, de la guerre d'Indochine que la France avait perdue, n'est-ce pas, à la guerre du Vietnam. Une transition qui était gérée par De Gaulle. Donc De Gaulle, en prenant les actes, n'est-ce pas, de l'Indochine pour les passer au Vietnam, il y avait la question qui se posait. C'est-à-dire, s'il faut continuer la colonisation de cette Indochine-là. Est-ce qu'il faut la continuer? Et toi-même, De Gaulle, là, est-ce qu'il faut que tu continues la colonisation de l'Afrique, là où la France est installée? N'est-ce pas? De Gaulle a quand même été président à la fin de 1944. De Gaulle a dit oui, que l'Afrique doit continuer d'être colonisée, elle doit continuer d'être colonisée. Et il a dit aux États-Unis, parce qu'à cette époque-là, les États-Unis avaient embrassé la théorie, n'est-ce pas, de l'autodétermination qui était fondée en 1921. Les États-Unis avaient embrassé le principe que les pays doivent être souverains, doivent être libérés. Mais c'est De Gaulle qui lui a dit que non, la France doit maintenir son empire colonial parce que si la France ne le fait pas, la France va perdre de sa puissance et puis la France pourra basculer du côté communiste. Là, c'était l'argument de De Gaulle. Ça dit que l'argument de De Gaulle, c'était qu'il faut maintenir la colonisation. Comme quoi, toutes les fois où les Blancs sont unis sur un principe, les Noirs en deviennent esclaves, deviennent des esclaves. Et c'est comme ça que les États-Unis, qui ont embrassé le principe de la souveraineté, de la liberté, n'est-ce pas, ont abandonné ce principe. L'ont abandonné. Et ont accepté le principe que des pays qui auraient été absolument libérés deviennent des colonies. L'un de ces pays-là, c'est lequel? C'est le Cameroun. Le Cameroun aurait été libéré déjà depuis 1919. Parce que le Cameroun n'était plus une colonie. Donc le Cameroun avait l'argument théorique, l'argument juridique, tous les arguments pour se libérer. Donc il aurait même suffi que, je ne sais même pas pourquoi est-ce que Oumyobé a fait un discours à l'ONU. Il serait allé à Boumyobel, il lisait un texte, il dit que le Cameroun est indépendant. Il se base sur la juridiction qui était là, il fait un grand discours, il appelle les gens de son village avec des photos, il dit que le Cameroun est indépendant, voici ce que la loi dit. Mais il a eu peur de le faire au Cameroun parce que la France avait accepté le principe de la colonisation sur le fait que les États-Unis l'avaient accepté. Voilà, je suis en train de dire ceci, que toutes les fois où les Blancs sont unis, dans un monde où les Blancs sont unanimes, le Noir, l'Africain est un esclave. Dans un monde où les Blancs sont unanimes, l'Africain est un esclave. Il n'y a pas, ça dit vraiment, c'est une intuition qui va me poursuivre toute ma vie. Pourquoi? Parce que il a fallu une concaténation de choses plus ou moins disparates pour me rendre compte de ça. Dans un monde où les Blancs sont unis, l'Africain est un esclave. Le Noir est un esclave, en général. Et donc, la liberté du Noir n'est acquise que dans la mesure où il y a une désunion, une discorde
entre les Blancs. Je vais vous donner le premier exemple, c'est la bataille de libération américaine, n'est-ce pas, où l'Angleterre était en guerre contre les États-Unis. Là, soudain, on a commencé à parler de la libération des Noirs, c'est-à-dire que de l'abolition de l'esclavage. Et lorsque vous allez très bien regarder, vous allez voir que les premiers à articuler la question de la libération des esclaves, c'était les Anglais. C'était pas les Américains, c'était les Anglais. C'était les Anglais. Parce que les Anglais disaient que, ben, s'ils parviennent à libérer les esclaves, ils vont se battre pour eux. Et ils auront plus de combattants. Là, c'est la guerre de libération américaine. Le deuxième exemple, je vous ai dit, c'est la guerre civile. Où justement, Lincoln a libéré les esclaves, a émancipé les esclaves. Et la deuxième provision de cette émancipation des esclaves, là, c'était que les esclaves émancipés vont devenir soldats. Ils vont devenir soldats. Et le troisième exemple, je vous ai dit, c'est la révolution russe. La révolution russe de 1917. Mais avant la révolution russe, Lénine, qui va être le porteur de la libération russe, le révolutionnaire, avait écrit un texte publié en 1916. Je trouve le texte, je vous le poste encore. Voilà. Voilà le texte. Je le prends et je vous le pose afin que vous voyez vous-même de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, Lénine, n'est-ce pas, qui va devenir celui qui portera la révolution russe, a formulé théoriquement, c'est l'idée simple que l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme. Voilà. Et vous allez voir, c'est une idée qui va enrichir, qui va être même la base de toute la pensée noire des années 50, 60, des années 20, 30, 40, 50, 60, 70 jusqu'à aujourd'hui. Kwame Nkrumah, il a pratiquement recopié ce texte en sa manière de formuler le panafricanisme. Et c'est pourquoi, moi, je dis que ce sera toujours difficile d'avoir un noir qui soit pour le capitalisme, parce que, fondamentalement, la pensée émancipatrice noire, n'est-ce pas, naît de ce texte-là qui en donne les paradigmes. Qui donne les paradigmes de la libération. Mais le cas, c'est que la Russie, qui était signataire du texte colonial de 1884, a fait dissidence. Est sortie donc de l'entente cordiale des Blancs. Est sortie de cette entente cordiale-là pour pouvoir fabriquer une fenêtre. Et c'est cette fenêtre-là qui a créé tout le mouvement de libération que nous avons vécu, dont nous sommes les enfants. A fabriqué les indépendances, a fabriqué les nations, a fabriqué les États que nous voyons, dans lesquels nous vivons. A fabriqué le monde dans lequel nous sommes. Nous les Noirs. Donc, je suis en train de dire que c'est ça qui se répète plus ou moins devant nous. C'est-à-dire que nous avons avec la Russie, nous avons avec Poutine. Je n'ai pas dit que Lénine était parfait. Je n'ai pas dit que Lénine était exemplaire. Je n'ai pas dit que Lénine était un modèle. Je n'ai pas dit que Lénine, c'était celui qui va donner la doxa pour la politique à faire. De même, je ne dis pas que Poutine est celui qui va donner la doxa pour la politique à faire. Je dis qu'il est en train d'ouvrir une désunion, une rupture dans le pacte de domination du monde tel qu'il était formulé autour de nous depuis 1990. Une rupture absolument extraordinaire. Et cette rupture est si extraordinaire que pour la première fois de ma propre vie et de votre propre vie, pour la première fois, nous voyons l'Occident entrer dans un conflit en tant que perdant. Nous voyons l'Occident entrer dans un conflit en tant que perdant. C'est nouveau, ça n'a jamais eu lieu avant. C'est-à-dire que je vis aux États-Unis ici, je n'ai pas encore vu les États-Unis entrer dans un conflit en tant que perdant. Les États-Unis perdent en chemin, mais lorsqu'ils entrent, ils sont sûrs de gagner. C'est-à-dire que nous vivons une situation absolument extraordinaire où soudain nous voyons les États-Unis arriver dans un conflit en tant qu'underdog. C'est-à-dire que nous avons une répétition d'un monde bipolaire. D'un monde qui est divisé en deux. Un monde où il est absolument impossible à l'OTAN de gagner. C'est-à-dire qu'ils ont même honte d'aller aux Nations Unies. Ils ont même absolument honte d'aller aux Nations Unies. Ils sont obligés de se recoqueviller sur l'Europe. Ils sont obligés de se cacher pour vendre des armes, n'est-ce pas, à l'Ukraine. Mais ils savent eux-mêmes que l'Ukraine ne peut pas gagner. Parce que déjà aujourd'hui, nous lisons nous-mêmes que le président ukrainien qui est un comédien, qui n'est pas un politique,
est en train d'aller négocier sans précondition avec Poutine, alors qu'une partie de son pays est occupée. Si on parle de défaite, voilà la défaite. Une partie de ton pays est occupée. La première des choses, si tu avais des forces, tu aurais dit que libère mon pays d'abord, sinon il n'y a pas de négociation. C'est ce que chacun ferait, c'est-à-dire la chose que toute personne qui peut se défendre ferait, ce serait de dire libère mon pays d'abord, sinon je vais mourir. Sinon je meurs. Allah, je meurs. Libère mon pays d'abord, sinon je ne veux même pas te voir. C'est ce que toute personne ferait. Et alors lorsque je lis, je vois ici, c'est du New York Times. New York Times qui écrit que Zelensky a accepté samedi que des officiels ukrainiens partent négocier avec Poutine sans précondition. Mais ça veut donc dire que c'est une défaite absolue. C'est une défaite totale. Personne n'attendrait. Nous vivons suffisamment longtemps en Occident. Nous vivons suffisamment longtemps avec les Blancs. Nous parlons suffisamment longtemps la langue des Blancs. Nous comprenons suffisamment bien le système des Blancs pour savoir qu'un pays comme les États-Unis ne va pas déclarer défaite. Un pays comme les États-Unis ne va jamais dire qu'ils ont été défaits. Un pays comme un continent comme l'Europe ne dira jamais qu'ils ont été défaits. Jamais. Ils vont trouver toutes sortes de subterfuges, toutes sortes de périphrases pour transformer leur défaite en victoire. Ils vont inventer toutes sortes de complots pour pouvoir torpiller la victoire de l'autre. Ils vont faire toutes sortes de manigances pour qu'on imagine qu'ils sont en train de gagner. Comme quoi ils écrivent que le ciel russe, maintenant les avions russes ne peuvent plus circuler. Ils écrivent que Poutine a été exclu de l'association de judo. Ils écrivent comme si ça avait une conséquence. Une association de judo, c'est quoi? Je fais quoi là? On est dans des associations excluées. La participation d'une association comme ça même, ils étaient fiers d'avoir Poutine dedans. On l'exclut, ça fait quoi? Excluez-le. On dit qu'on l'exclut du SWIFT, mais ça fait quoi? La Chine est là. On l'exclut de ceci, on l'exclut, mais ça fait quoi? Tout ça, c'est le flottant. Le cœur du sujet, c'est que vous avez votre poulain là qui est l'homme de paille, n'est-ce pas? Qui s'en va négocier alors qu'une partie de son territoire est occupée, il s'en va négocier sans précondition. Sans précondition, ça veut donc dire que quel que soit ce qu'on fait, il a déjà surrendered. Il a déjà surrendered. C'est-à-dire qu'il s'en va là-bas, c'est la reddition pure et simple. Et pourquoi est-ce qu'il y a reddition? Il y a reddition parce que sa ville, sa capitale, Kiev, a été encerclée. Il faut voir la carte, c'est absolument faramineux. Sa capitale a été encerclée. La capitale a été encerclée, c'est-à-dire qu'il s'en va négocier parce qu'il ne veut pas être absolument déshabillé. Là, s'il ne négocie pas, il prend une semaine, il va être obligé de fuir. Il prend encore une semaine, il va être obligé de fuir. Vous avez vous-même vu comment l'Afghanistan est tombé. L'Afghanistan n'est pas tombé en 9 jours, n'est pas tombé en 2 jours. C'est tout un pays, ça dit qu'il faut traverser ça en voiture. En se battant de montagne sur les montagnes, sur des collines, dans les rivières, il faut se battre partout. Donc, regardez comment pratiquement la moitié du pays est déjà occupé. Je vais encore poster ça pour que vous voyez, c'est absolument occupé. On a rarement vu ça, De notre propre, c'est-à-dire de ma propre vie, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que les États-Unis se retrouvent dans une situation de défaite vraiment humiliante en 3 jours, 4 jours. Ils sont en train de faire la fuite, là. Comment on dit sauver les meubles. Parce qu'il faut pouvoir faire une analyse vraiment critique et rationnelle de ce qui se présente devant nous afin que la catastrophe ne passe sur notre tête. Mais comme je disais encore, une des unions entre les Blancs, c'est une fenêtre d'opportunité pour la libération des Noirs. C'est une fenêtre. Parce que dans un monde où les Blancs sont unis, dans un monde où les Blancs sont absolument unis, le Noir n'est pas libre. Le Noir n'a jamais été libre dans un monde où les Blancs sont unanimes. Jamais. Je répète encore, le Noir n'a jamais été libre dans un monde où les Blancs sont unanimes. Jamais, jamais, jamais. J'ai commencé au XVIIIe siècle. Et je continue jusqu'à aujourd'hui. Jamais, 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 le Noir n'a été libre dans un monde où les Blancs sont unanimes. Si vous voulez douter, prenez le cas du Cameroun. Le cas du Cameroun, c'est un exemple parfait
C'est un exemple où les États-Unis et puis l'Angleterre et puis la France sont absolument unanimes. Pour eux, au Cameroun, il n'y a pas de problème. Les États-Unis, de temps en temps, écrivent un texte, ils écrivent, ils condamnent un peu, la France condamne un peu, n'est-ce pas? L'Angleterre condamne un peu, mais ils sont unanimes, ils sont d'accord, quoi. Ils sont d'accord sur le Cameroun. Il y a une unanimité parfaite entre les Blancs. Est-ce que les Camerounais sont libres? Est-ce que les Camerounais sont libres? Et pour mesurer l'absence de liberté des Camerounais, il faut revenir sur la première plateforme dont je parlais, là, c'est-à-dire les minorités. La minorité anglophone est clairement, absolument esclavagisée au Cameroun. C'est-à-dire qu'on tue un anglophone, mais c'est comme si on tuait une mouche. On tue 10 anglophones, c'est comme si on tuait 10 mouches au Cameroun. Donc, vraiment, avec les anglophones, on peut mesurer ce principe de base qui fait que toutes les fois où les Blancs sont dans l'unanimité, les Noirs ne sont pas libres. On peut le voir au Cameroun. On le voit clairement et simplement. Ça veut dire que pour extrapoler encore, et je crois que vous avez compris qu'il faut de temps en temps extrapoler, pour extrapoler encore, il est très facile de se rendre compte que ce que Poutine est en train de faire, c'est créer une désunion. C'est créer une désunion. C'est créer une désunion. Il crée une désunion et cette désunion-là, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour les Noirs. Et c'est une opportunité historique. C'est donc un réenchantement de l'histoire. Donc ce que Poutine est en train de faire, c'est un réenchantement de l'histoire. Parce que l'histoire de nos peuples s'était arrêtée en 1990. C'était arrêté, on a déjà parlé des problèmes c'est-à-dire de cette confusion entre coup d'État militaire et puis coup d'État constitutionnel. On ne va pas y revenir. Et ça s'était arrêté dans ce jonglage-là où finalement l'Afrique était sortie une fois de plus de l'histoire. Comme quoi on se disait que chez nous, voilà, rien ne se passe. C'est-à-dire on a des présidents qui sont là, ils font ce qu'ils veulent. Ben, lorsqu'ils sont élus avec des élections plus ou moins tripatouillées, ils estiment qu'ils ont la légitimité dont ils ont besoin. Mais non, lorsqu'ils ont le soutien de la France, ils estiment qu'ils peuvent tuer tout ce qu'ils veulent. Ils estiment que les minorités n'ont pas de signification. Donc avec Poutine, une fois de plus, nous avons une ouverture historique qui se présente devant nous. Nous avons une fenêtre de liberté qui se présente devant nous. Mais il faut savoir dans ce qu'il faut s'imaginer ce que ça va donner dans le futur. Il faut réfléchir, il faut pouvoir faire une politique qui puisse fabriquer ce genre de futur-là. Il y a des visions, il y a des possibilités, il y a des scénarios qui sont possibles, qui se présentent devant nous. Le premier, évidemment, c'est la République centrafricaine. C'est la RCA le premier. Au cœur de ça, c'est Wagner, n'est-ce pas? Il a dit l'influence russe, l'influence de la Chine, etc. Donc, c'est la RCA le premier. Ensuite, il y a le Mali. On a nous-mêmes vu comment le Mali est en train de se fabriquer une opportunité, une possibilité, en train d'exploiter cette fenêtre de possibilités qui lui est donnée. On le voit. On le voit. Sans cette fenêtre-là, est-ce qu'on pouvait parler de Goïta? Sans cette fenêtre-là, Goïta n'avait aucune chance. Sans cette fenêtre-là, la France ne serait jamais vaincue au Mali. Oh, elle a été vaincue. Elle a été vaincue au Mali. Vous voyez donc la fenêtre d'opportunité là dont je parle, c'est une fenêtre qui permet à l'Africain de restituer sa propre grandeur et même de vaincre les Occidentaux qui arrivent, de vaincre la France qui arrive et donc de réenchanter l'histoire, de se remettre sur la sellette. Et c'est un parcours dont on peut tracer l'histoire. Comme je dis, on peut recommencer avec la bataille aux États-Unis pour l'indépendance américaine qui a ouvert la fenêtre de l'abolition de l'esclavage. On peut continuer avec la guerre civile américaine qui a ouvert la fenêtre de l'émancipation des esclaves. On peut continuer avec la révolution russe en 1917, n'est-ce pas, qui a ouvert le chapitre de la décolonisation. Et on peut revenir ici avec ces pochettes-là qui arrivent. C'est un espoir qui se fabrique. C'est un espoir, les amis. C'est un espoir qui se fabrique. C'est pourquoi c'est bien de regarder ce qui se passe là en Ukraine. C'est un espoir. Mais il faut savoir lire où se trouve l'espoir. L'espoir ne se retrouve pas dans un peuple ukrainien qui a quelque chose. Non. L'espoir, ce n'est jamais du côté d'un pouvoir fantoche. L'espoir se trouve dans une fenêtre d'opportunité qui permet au peuple lui-même, n'est-ce pas, de se manifester. Ce peuple-là, la mesure de sa liberté, c'est toujours et d'abord vraiment les minorités.
Toujours et d'abord les minorités. Ça veut dire quel est le sort qui est réservé aux minorités. C'est là qu'il faut commencer. C'est ça le thermomètre. C'est ça le thermomètre de la liberté. C'est ça le thermomètre de la démocratie. C'est ça le thermomètre même vraiment de la liberté. Donc, ayant élaboré ce que j'appellerais une grande théorie. Là, c'est une grande théorie, je dirais. On appellerait ça une grande théorie. C'est une grande théorie. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que en Afrique, il y a des opportunités comme ça qui se posent, et pourquoi est-ce que dans un pays comme la France, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Taubira, ne peut pas transformer cette grande théorie-là en une plateforme de victoire. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Taubira est si nul? Pourquoi est-ce que ce qui se passe au Mali, les gens ne la concernent pas? Pourquoi ce qui se passe en RCA ne la concerne pas alors qu'elle se dit de gauche, alors qu'elle est noire? Pourquoi ça ne la concerne pas? Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de l'Ukraine, elle se retrouve avec la foule et puis elle estime qu'elle va crier comme tout le monde? Mais le faisant, justement, elle est en train d'esprit sa propre défaite. Parce qu'elle n'a pas eu une lecture grande de ce mouvement, de ce ballet historique qui est en train de se passer devant nous. Elle n'a pas ça. Elle n'a pas une vision. On dirait, elle n'a pas une vision. Elle n'est pas visionnaire. Elle n'a pas une lecture, n'est-ce pas, orchestrée de tous ces mouvements-là qui ont lieu devant nous. Elle n'a pas une lecture autonome. Vous avez vu, je suis parti d'un principe simple, d'une équation vraiment minimale qui est le respect dû aux minorités. Je suis parti de là. Et à partir de ça, j'ai construit une symphonie plus ou moins grande qui vous a montré, j'espère, comment est-ce qu'une nouvelle gauche peut se structurer, comment est-ce que la nouvelle gauche doit se structurer et quelles sont les fenêtres d'opportunités qui se présentent pour une victoire. J'ai pris des exemples bien précis. Et donc, pour revenir sur Taubira, peut-être on va pas passer, évidemment, on va voir la question des minorités raciales en France se pose de manière dramatique, c'est-à-dire que les minorités raciales en France sont vraiment esclavagisées. Mais les Noirs en France sont absolument esclavagisés, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans une situation où ils n'arrivent même pas encore à articuler leur propre noirceur. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation vraiment absurde. Ils n'arrivent pas encore à, je ne dis pas dire je suis noir, non, 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 non. J'ai dit politiquement bâtir une coalition qui prenne encore leur propre noirceur. Je ne dis pas dire je suis noir, je suis... non, non, je dis bâtir une coalition politique qui prenne en compte leur propre noirceur. J'ai expliqué dans mon... j'ai écrit un article ce matin que j'espère vraiment que vous lirez. Je vais le poster encore là parce que je crois quand même avoir analysé suffisamment clairement ce que je vois et ce que j'estime un problème sérieux. C'est-à-dire que nous avons un candidat, n'est-ce pas? Nous avons une situation absurde. C'est-à-dire qu'il lui faut 378 parrainages. Et le nombre d'élus qui sont potentiels parraineurs, c'est 42 000. 42 000. Sur 42 000, elle n'arrive pas à avoir 378. Elle n'arrive pas. Sur 42 000. Elle n'arrive pas à avoir 378. Alors que devant nous-mêmes, on voit comment les Blancs s'organisent. Les Blancs s'organisent. C'est-à-dire, Bayrou a fait un panier de parrainage qu'il est en train de donner aux partis d'extrême droite, c'est-à-dire aux partis racistes. Il donne ce panier de parrainage aux partis racistes. Normalement, sur toute la terre, ça devait être illégal. Parce que c'est un racisme institué qui s'organise. En fait, même, c'est-à-dire que c'est une discrimination tellement blatante, tellement claire. C'est un racisme tellement structurel. Et c'est le racisme structurel le plus visible qui a lieu devant nous. Mais en France, c'est légal. Ah, ce n'est même pas seulement légal. En France, ce n'est même pas articulé comme étant un problème. C'est-à-dire que les gens qui sont en France n'arrivent même pas encore à voir que c'est un problème qui est le racisme. Ils n'arrivent pas encore à voir ça. Ils n'arrivent même pas à se plaindre par rapport. C'est-à-dire à porter plainte. Je ne dis pas seulement crier, hein, je dis porter plainte par rapport à ça, pour dire que c'est illégal, pour dire que c'est un racisme pur et simple. Mais il y a pire que ça. Ils n'arrivent pas encore, n'est-ce pas, en France, à comprendre que il leur faut faire de même pour avoir une politique communautaire. Ils n'arrivent pas encore à le comprendre. Je poste mon article que j'ai écrit parce que je n'aimerais pas le répéter ici. C'est vraiment une réflexion qui m'a pris beaucoup de temps. Dans vraiment plusieurs mois. Je suis allé en France 2 fois, j'ai parlé avec les gens sur le terrain, ça m'a pris beaucoup de temps. Et donc, je poste ça ici afin que vous preniez le temps de la lire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les Noirs eux-mêmes n'arrivent pas à s'organiser pour pouvoir constituer une communauté. Comme quoi, les Noirs qui ont une visibilité, n'est-ce pas, Omar Sy, Yannick Noah, des gens comme ça, normalement, seraient sortis aujourd'hui pour dire que Taubira a besoin des parrainages.
Ils auraient fait le tout, ils auraient fait passer à la télévision, ils auraient fait taper des tables, faire du bruit, comme on dit souvent. Elle aurait eu ce parrainage, elle aurait eu ça. C'est-à-dire que, où est Omar Sy? Qui sont les stars en France, les stars, les chanteurs, les écrivains, tous ces gens-là, n'est-ce pas? Des gens qui ont une visibilité, les artistes, les cinéastes. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont célèbres alors? Pourquoi est-ce qu'ils sont célèbres? Ils sont célèbres, normalement, la célébrité devrait permettre de fabriquer un capital politique pour pouvoir investir celui-ci dans le soutien à un candidat. Parce que c'est de quoi il s'agit. C'est-à-dire c'est un candidat minoritaire. C'est un candidat qui est noir, c'est une femme, c'est un candidat noir. Ces deux arguments extraordinaires n'arrivent pas à avoir 378 excès. Et le dernier délai, c'est le 4 mars. Vous voyez donc, avec une absence, pas seulement de vision, je vous ai présenté la grande lecture, là, c'est ça qu'on appelle la vision, hein. C'est-à-dire la grande lecture qui permet de rentrer jusqu'au 18e, c'est-à-dire que pour voir comment est-ce que l'opportunité de libération des Noirs se structure dans une désunion entre Blancs. Et nous voyons devant nous, là, les Blancs s'organisent. Les Blancs, ils sont unanimes. Nous voyons devant nous, les Blancs s'organisent, c'est-à-dire Bayrou fait un panier dans lequel il met 2 Blancs. Et pour constituer une liste de candidats qui ne sont que des Blancs. Pour constituer une liste de candidats qui ne sont que des Blancs. Je vais vous lire la liste de ces candidats, c'est absolument faramineux. Ça se passe devant nous. C'est-à-dire, ce n'est pas en 1884. Ce n'est pas en 1917. Ça se passe devant nous. N'est-ce pas? Voilà, où est la liste voilà, je suis en train de la retrouver là. La liste des candidats à l'élection présidentielle, n'est-ce pas? Ça se passe devant nous. Voilà, c'est le deuxième là. Voilà. Il y a Valérie Pécresse, il y a Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour, Marine Le Pen, François Asselineau. Ce sont tous des Blancs. Mais vraiment, c'est une union parfaite. Parmi ceux qui ont déjà 500, il y a Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle. Ils ont fait quoi pour avoir 500? Ils ont fait quoi? Et là, on voit que, n'est-ce pas, Bayrou s'organise. Il a fait une banque là, de parrainage, qu'il veut donner à Marine Le Pen et à Zemmour, qui sont des Blancs aussi. En fait, qui sont des Blancs dont la politique, c'est l'exclusion des Noirs. Vous voyez donc ce que je vous disais comme étant la grande vision, là, se manifeste ici devant nous. C'est vraiment la manifestation politique de cette union de Blancs qui est assise sur l'esclavage des Noirs. Parce qu'ici, elle est assise sur l'exclusion de Taubira. Voilà ça. Donc, c'est le petit exemple qui vous présente ce que je vous ai expliqué comme étant théorie politique. Voilà ça. Donc, que faire par rapport à ça? Il faut évidemment compter sur une désunion entre les Blancs. Mais, si on ne parvient pas à avoir cette désunion-là, il faut s'organiser de manière communautaire. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, les Noirs qui sont célèbres, parce que maintenant, le délai c'est le 4 mars, les Noirs qui sont célèbres puissent faire le tam-tam, afin qu'elle ait ces 378 signatures jusqu'au 4. Là, jusqu'au 4 pour les avoir. C'est trop bref. Voilà. Donc, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais j'espère que vous avez compris que ma théorie de la gauche, fondée qu'elle est sur le droit des minorités, n'est-ce pas, c'est une théorie de libération, c'est une articulation de la libération des Noirs, une articulation de la libération des Noirs qui doit, si elle peut, reconnaître des opportunités, mais aussi si elle le veut, se fonder sur un travail communautaire. Mais pour ce qui concerne la crise, n'est-ce pas, la guerre en Ukraine, c'est clair que c'est un exemple international, n'est-ce pas, qui est absolument utilisable et qui nous présente, n'est-ce pas, une opportunité que nous ne devons pas laisser passer, que nous n'avons pas le droit de laisser passer, que nous devons exploiter. Que ce soit les anglophones du Cameroun, n'est-ce pas, que ce soit n'importe quel autre groupe du Cameroun que nous devons exploiter
pour pouvoir travailler pour notre libération. Cela dit, il est déjà 16 heures, donc allez, cotisons maintenant. Prenons ces 5-10 minutes là avant que je ne parte pour cotiser. Toutes les fois vous mettez quelque chose, donc essayons de voir ce que vous allez mettre aujourd'hui. Cotisez les amis, cotisez. Personne n'a encore cotisé, n'est-ce pas? Vous avez le lien. Je remets le lien encore afin que vous cotisiez. Voilà. Donc, cotisez les amis, voilà. Je m'excuse. Voilà, cotisez ici les amis. Cotisez ici, ça permettra, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, de poser les actions que je pose, mais aussi de financer la structure qui me permet de parler ici. Voilà, je regarde un peu qui l'a déjà fait. Oh, personne ne l'a encore fait. Hein? Oh, les amis. Hein? Voilà, cotisez. Cotiser, hein? C'est très bien de participer, c'est bien d'écouter. Je suis d'accord que vous écoutiez. Je suis très content lorsque vous êtes là, lorsque vous m'écoutez. Parce que je mets beaucoup de temps pour me préparer aussi. Hein? Je mets beaucoup de temps pour me préparer. Parce qu'il faut... je n'aime pas venir ici sans avoir une préparation minimale. Hein? Mais c'est important aussi que vous participiez au travail que nous faisons en contribuant financièrement. Allez les amis, allez-y. Allez-y, donc, allez-y. Cotisez, hein. Cotisez les amis. Voilà, je vois personne encore cotiser, hein. Oh, ce sera difficile aujourd'hui. Mais bon. Allez-y. Oui, allez, cotisez, hein, cotisez les amis, voilà. Il ne faut pas seulement écouter le bavardage, hein, on est ici pour travailler. Moi, je suis là pour travailler, hein, de toutes les façons. C'est ça le travail du Conseil de la République. Le travail du Conseil de la République, c'est pas seulement parler, mais aussi organiser. Pas seulement articuler, mais aussi organiser. Pas seulement analyser, mais aussi organiser. J'en ai déjà parlé, je crois, il y a 2 ans. Hein. Ces deux côtés-là sont... C'est ça le travail du Conseil de la République. Pas seulement parler, pas seulement décrire, mais aussi organiser. C'est-à-dire rendre le futur possible. Donner l'architecture idéologique dont le futur a besoin. Mettre en place l'architecture idéologique dont le futur a besoin. Donc, c'est ça le travail du Conseil de la République. Ces deux axes-là. Allez, donc, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Donc, cotisez, n'est-ce pas? Je compte sur vous. Mais vous allez le faire sans doute. Je vais donc aller et puis faire autre chose. Je vous remercie. N'oubliez pas de participer, de cotiser et puis de rendre tout le travail possible que nous faisons. Allez, merci beaucoup et au revoir. Nous sommes ensemble.